Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous regardent sur YouTube, puisque cette rencontre, comme les autres, est retransmise en direct grâce aux moyens mis en place par les activités sociales de l'énergie. Donc une dernière rencontre effectivement autour de cette bande dessinée, une histoire de solidarité, tome 1, écrite par Simon Rochepeau, ici présent, dessinée par Dominique Hennebeau à ma droite, et puis autre invité pour cette rencontre, donc Erwan Dupont à ma gauche, électricien, administrateur à la CCAS, président de la commission internationale et membre de la commission activité culturelle de ce comité d'entreprise atypique dont il va être l'objet là dans l'heure de la rencontre que nous avons ensemble toutes et tous. Permettez-moi d'excuser deux personnes qui n'ont pas pu être présentes avec nous ce matin. Tout d'abord Christian Born, qui est administrateur également, qui est l'animateur du comité d'histoire des activités sociales, qui est un peu à l'origine de ce projet. Et puis enfin, l'éditeur Comics Initiative, Michael Jérôme, qui est retenu sur son stand en B02. Alors, c'est pas une position de bataille navale, mais c'est une adresse à retenir pour, après la conférence, que vous puissiez demander à Simon et Dominique de vous dédicacer l'ouvrage que vous aurez le plaisir de vous procurer donc en avant-première à Quai des Bulles aujourd'hui. Ouvrage que vous pouvez sinon commander sur le site de Comics Initiative dès à présent et qui sera dans toutes les bonnes librairies le 4 janvier, mais... pourquoi attendre le début de l'année prochaine lorsqu'on peut avoir l'ouvrage d'ores et déjà et en plus avec les principaux auteurs de ce volume 1. Donc on va partir sur une histoire un peu particulière donc, qui est celle de ce comité d'entreprise. Et ma première question est pour vous, Erwan Dupont. On va se vous voyez, on va faire semblant. Voilà. Et pourquoi et comment la Caisse centrale des activités sociales des industries électriques et gazières, donc la CCS ou les activités sociales de l'énergie, se sont lancées dans cette aventure éditoriale. Bonjour à tous. Pourquoi se lancer dans cette aventure éditoriale ? D'abord, je pense parce qu'il y a matière à raconter des choses sur la CCAS, sur 77 ans d'histoire aujourd'hui, puisque la CCAS a vu sa création en 1946, mais l'idée était même plus ancienne que ça, puisque voilà, il y a quelques résistants à l'époque qui se sont réunis et qui ont imaginé le Conseil national de la résistance pour jeter les bases de ce que pourrait être la France au moment de la reconstruction, ce qui était quand même ambitieux de leur part, 3 ans avant la libération, d'imaginer déjà les grandes privatisations. Donc ensuite, on retombe sur 1946, création du statut des électriciens et gaziers, et quelques mois plus tard, la création de la CCAS. Pourquoi cette aventure ? Parce que cette histoire est connue dans nos rangs, on va dire. Est-ce qu'elle est connue du grand public ? Pas forcément. Est-ce que les valeurs que nous défendons, les luttes que nous avons menées depuis presque 80 ans maintenant sont connues ? Pas forcément. Est-ce qu'elles sont désuètes ou dépassées ? Là, je dirais pas du tout. C'est tout à fait d'actualité. Ce livre, c'est d'abord expliquer cette histoire, et puis c'est aussi, je pense, un outil pour nous, parce que 77 ans d'histoire, il est évident que les personnes qui ont été sollicitées pour leur mémoire dans le cadre de cet ouvrage, il ne reste pas beaucoup de personnes qui étaient là forcément en 1946. C'est un outil passeur de mémoire, c'est un outil aussi pour faire toucher du doigt à nos jeunes électriciens et gaziers ce que sont leurs activités sociales, quelle est leur histoire, et espérer qu'ils reprennent le flambeau, et puis, comme je le disais, aussi faire connaître cette histoire du grand public. Je fais un petit peu plus long. Alors, comité d'entreprise un petit peu atypique, parce que vous en entendez souvent parler. Il y a peu de temps, on était encore sous les feux de la presse avec le rapport de la Cour des comptes qui est sorti début octobre. C'était pour la première fois. On est souvent critiqué, mais je préfère dire souvent jalousé aussi. C'est donc que si on est tant jalousé, c'est qu'on a raison de se battre, et de se battre depuis tant de décennies. Ce qui gêne beaucoup, c'est que nous avons une gouvernance toute particulière et qui n'existe nulle part ailleurs. Un comité d'entreprise classique,
D'une part, le financement est bien encadré, c'est un pourcentage de la masse salariale. Quand nous, on touche des ressources de nos employeurs directement qui sont basées sur les ventes d'électricité et de gaz d'une part, et d'autre part la gouvernance qui est toute particulière puisque ce sont les organisations syndicales élues via les urnes par les électriciens et gaziers qui gouvernent intégralement les activités sociales. Et là, on passe plus sur le côté jalousé, mais sur le côté critiqué. Et c'est important, je pense, de faire connaître ce type de gouvernance, de financement, les valeurs que nous défendrons. Comme je le disais tout à l'heure, elles ne sont pas désuètes, elles sont toutes d'actualité. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, un petit peu plus, je dirais, ou toujours plus. Et ça a du sens. Comment tu m'as dit, cette aventure éditoriale. Voilà. Merci Erwan. Simon Rochepeau, vous êtes entre autres scénariste. Vous avez d'autres casquettes, mais là vous êtes là aujourd'hui en tant que scénariste. Vous avez écrit plusieurs bandes dessinées avec un fond historique. Je pense à la première, notamment 12 France, qui traitait de la résistance. Comment vous êtes emparé de ce sujet puisqu'on est venu vous chercher? C'est pas vous qui êtes venu directement vers le sujet. Ouais. Comment je m'en suis emparé? Déjà, je connaissais absolument rien à l'histoire de la CCAS. Le premier coup de fil que j'ai eu, c'était EDF. Et je me disais, non, moi, je vais pas faire un bouquin avec le logo EDF sur la couverture. Et du coup, je me suis emparé de l'histoire comme un Candide, en fait, qui découvre une histoire totalement inconnue par moi, puisque j'ai pas non plus de famille du côté d'EDF, GDF. Et je connaissais pas du tout cette histoire, donc je suis allé à la rencontre de témoins, de personnes qui ont vécu de près cette histoire. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a inspiré le personnage du coup, j'ai oublié déjà les prénoms, Roland. C'est Roland. Roland, c'est quelqu'un qui existe. J'ai rencontré une autre personne assez âgée, et en fait, j'ai fait un mix de plusieurs personnes pour créer le personnage principal. Et puis, j'ai créé cette fille, qui est la petite fille de Roland, qui est le personnage qui est un petit peu moi, finalement, puisque elle va poser des questions que moi, je me posais. Elle va poser des questions à son grand-père. Et on va s'attacher un petit peu à leur histoire générationnelle, en fait. Ça va être une histoire de passation, finalement, de mémoire, et qui se passe aujourd'hui. Et Roland revient sur les passages, réexplique, en fait, on a des flashbacks sur l'histoire, sur son histoire avec la CCAS d'EDF. Donc j'ai rencontré, effectivement, c'est comme ça que je me suis emparé de cette histoire, j'ai rencontré plusieurs témoins de plusieurs générations. Ça a pris, c'était vachement intéressant et très émouvant parce qu'effectivement, comme tu dis, j'ai fait ma première BD, c'était sur la résistance. Et là, j'ai vraiment rencontré des gens dont les parents, Colette Barbieri par exemple, dont les parents étaient résistants. Et c'est très touchant d'aller chez ces gens-là et d'écouter cette histoire-là parce que finalement, c'est la dernière génération de témoins. Moi, j'avais mes grands-parents qui ont vécu cette époque-là, mais je sais que, par exemple, ma fille, ses grands-parents sont nés après la guerre, quoi. Donc, c'était cette histoire de transmission intergénérationnelle qui vraiment m'intéressait. Je suis peut-être un peu trop long. Non, on reprendra après. Non. Voilà, on a les générations de 80, 90 ans. J'ai vu des gens qui sont entrés chez EDF dans les années 70, ensuite 90. Enfin, il y a 4 générations de personnages qui vont être dans les 4 tomes. Voilà. Et le fil conducteur des 4 tomes, c'est ce grand-père né dans les années 30 et cette petite fille née, en 2000, quoi. Alors, on est vraiment sur une page d'histoire de France. On traverse effectivement toute l'histoire de France. Et là, ça concerne évidemment tout le monde. Et du coup, une question pour Dominique, le dessinateur du volume 1. Comment on s'empare
d'un projet où on a entre autres à dessiner un grand-père, une petite fille, on reçoit un scénario, quelles sont les indications que le scénariste donne, indique, ordonne, comment ça marche Fais-nous rentrer dans ton atelier, parce que je pense qu'ici, personne, a priori, en tous les cas au premier rang, n'a réalisé de bande dessinée, et donc ne sait concrètement comment on arrive d'une idée à ce volume-là. Alors, bonjour à tous. Comment on rentre En fait, je reçois de Simon comment on appelle ça, c'est des séquences sur papier. Donc, c'est des séquences qui peuvent être découpées en plusieurs pages. Et donc, moi, je commence à réfléchir à comment on va s'organiser tout ça via la séquence que Simon m'écrit. Et donc, il y a déjà aussi les dialogues, il y a aussi les cartouches d'écrit. Puis moi, j'essaye de voir combien de cases comment je peux organiser tout ça. Donc, une fois que tout ça est clair pour moi, je commence à dessiner. Et puis voilà, enfin, je vais parler vraiment cuisine là, parce que voilà. Et c'est donc vraiment, on va rentrer un peu dans les petits détails. Je crayonne donc au crayon bleu parce que le bleu passe pas au scan, donc ça évite de gommer. Une fois que le bleu est fait, j'encre avec des feutres. Alors d'abord, je fais tout au trait et après je place des masses de noir. Puis après, je scanne. Et après, la colorisation est faite par ordinateur. Je mets des grilles pour indiquer les ombres. Et après, je mets des aplats de couleurs. Et voilà. Alors, juste une petite précision, c'est que pour commencer la page, pour aménager les cases, je mets toujours les textes avant pour pas me retrouver coincé et puis pour composer ma case de façon plus pratique, parce que si je me retrouve à dessiner l'image et s'il y a beaucoup de texte, bon voilà, il faut que donc d'abord caser les textes. Donc voilà. Alors après, pour ce qui est moi je sortais d'une bande dessinée du humoristique et puis c'est Laurent Lefebvre qui m'a demandé qui est un autre dessinateur, qui m'a demandé si ça m'intéressait. Et puis moi, j'ai trouvé le sujet très intéressant et je voulais faire quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, sérieux, quelque chose qui parlait du monde, de l'histoire, tout ça, et ça tombait pile poil. Du coup, voilà. Oui, c'est à peu près ça. Tu as choisi un trait plutôt réaliste pour représenter les personnages, et notamment Juliette, la petite fille, et puis Roland, le grand-père, qui sont donc les deux principaux personnages qu'on va suivre a priori tout au long des 4 volumes. La couleur également, ça c'est des choses qui... Tu décides tout seul, tu en discutes avec Simon, comment ça marche ? Je sais plus comment ça s'est passé, je crois que j'ai fait une page, et je l'ai envoyé à Simon, et puis bon, il m'a dit que c'était OK, c'est ça, hein, c'est passé comme ça. Non, mais sur les couleurs, en fait, ça a été finalement simple à décider que tout ce qui était flashback allait être traité un peu en sépia, quoi. Ce qui se passe aujourd'hui est en couleur, et pour que le lecteur s'y retrouve, il fallait que ça soit assez clair dans les pages, que les pages de retour en arrière soient en sépia. Donc après, peut-être que les autres dessinateurs décideront de faire autrement, mais moi, ça m'allait comme ça, quoi. Et qu'est-ce que je peux rajouter Non, c'était quoi ta question ? Non, la question, c'est comment on s'empare d'un scénario et on le transforme en bande dessinée, c'est-à-dire... évidemment, la lectrice ou le lecteur qui ouvre la BD voit différentes cases, et donc on se demande s'il est précisé que première case, il faut voir le personnage tout seul, deuxième non, le parce que personnage Simon parle. il écrit des cases, il écrit je sais pas comment expliquer ça. Okay. Merci. J'écris comme une pièce de théâtre, en fait. C'est-à-dire que c'est pas du tout découpé. Je sais pas comment non plus font les autres scénaristes. En fait, on a tous notre propre cuisine. Et d'ailleurs, on peut aussi adapter notre scénario au dessinateur. Mais jusqu'à maintenant, toutes les BD que j'ai fait, c'est quasiment écrit comme une pièce de théâtre. C'est-à-dire,
scène 1, je situe l'action, je situe un peu l'humeur des personnages, et je vais mettre l'italique pour tout ce qui va être les dialogues, les textes. Évidemment, tout ça, c'est modulable, c'est pas définitif, et je dirais même que je suis pas quelqu'un qui va donner des ordres, en fait. J'estime que le dessinateur doit s'emparer lui-même de mon scénario, et c'est ce qui va être intéressant dans cet exercice-là, c'est qu'on va avoir 4 dessinateurs, dessinatrices différents, ce qui vont donner des résultats à partir pourtant de mon écriture. Ça va donner des résultats complètement différents. C'est ce que je trouvais aussi excitant dans cette aventure-là. Donc voilà, j'ai écrit comme ça, et c'est le dessinateur qui décide le rythme en fait qu'il va donner à chaque séquence. Ouais, c'est ça. Et alors, comme ça, c'est que je me disais, bon, ça parle beaucoup, comment je vais faire pour animer tout ça, pour faire des gens qui parlent dans un salon et qui finalement, c'est pas très remuant. Mais en fait, bon, enfin, je me suis pas du tout ennuyé à dessiner même toutes ces séquences qui sont très quotidiennes finalement, et puis qui peuvent paraître anecdotiques comme ça, avec juste des gens qui parlent et tout. Mais bon, voilà, on essaie de changer. C'est aussi un petit défi, quoi. C'est essayer de rendre ça un peu dynamique et de tout faire tourner la caméra autour des personnages, etc., quoi. Et de trouver des petits trucs, pas mettre de décor, en mettre, pour créer un rythme et faire que ça bouge quand même, tout en restant très statique. Ah, voilà. C'est vrai que la lectrice ou le lecteur est invité à suivre donc les 2 protagonistes principaux, et on suit dans un ping-pong de dialogue où notamment Juliette interroge son grand-père sur voilà, comment il est rentré à EDF, qu'est-ce que ce comité d'entreprise a mis en place au départ. Et puis là, il y a une autre protagoniste qui s'invite et qui raconte les colonies de vacances. Erwan Dupont, aujourd'hui, la CCS a l'air de faire pas mal de choses. Je dis ça comme si je ne le savais pas. Mais concrètement, voilà, en termes de culture, sur d'autres actions, je dis que vous étiez président de la commission internationale. Quelles sont aujourd'hui toutes les manifestations auxquelles vous participez ? Enfin, toutes, pas toutes. Hein. Non. À grands traits, pardon. Puisque tu connais, t'évites de me mettre dans des situations épiques comme ça. En termes de culture, on s'attache à montrer ou démontrer autre chose. La culture, c'est un outil d'émancipation. Et puis, voilà, je trouve qu'on est dans un lieu où on peut notamment parler du livre, par exemple. Chaque année, il y a une sélection qui est effectuée par un comité de lecture qui débouche ensuite sur des dotations livres qui partent sur nos centres de vacances adultes comme sur les centres de vacances enfants. Alors ça, c'est pour le livre. Il y a eu plusieurs... Sur le livre, je ne peux pas faire l'impasse non plus de parler des BD qui sont derrière nous. Et de citer aussi la CMCS Haute-Bretagne, parce que si on est là, c'est bien parce qu'il y a un partenariat entre le Festival Quai des Bulles et la CMCS. Et là, l'exemple qui est là est intéressant puisqu'on lit autant la solidarité, on lit la solidarité à la culture, en tout cas avec les différentes BD qui avaient été réalisées par la CMCS, mais aussi par d'autres CMCS, puisque les 7 CMCS du Grand Ouest avaient participé aux premières BD qui étaient Braise Migrant au départ, Envie et Refuge, qui est la compilation... qui est le 3e tome, 3 tomes en 1, sachant que cette histoire avait débuté par l'accueil de réfugiés à Trégastel et Trébordin, si je ne me trompe pas, Loïc, avec l'avenue de Laurent Lefebvre dont tu parlais tout de suite, qui avait mis en BD les différentes rencontres et faire un focus, mettre en lumière un petit peu ce que c'était que d'être migrant et d'arriver sur un centre de vacances après l'évacuation de la jungle de Calais en 2016 à l'époque, c'était. Donc ça, ce sont des exemples où on essaie de lier notamment solidarité et culture. Après, en termes de culture, je parlais d'émancipation. Il y a un côté qu'on pourrait qualifier d'un petit peu alter avec ce qu'on peut proposer sur ou à côté de Cannes, par exemple. À Cannes, on propose un festival de cinéma qui permet un autre regard, même si j'emploie un terme d'une association, mais
comment dire, on est là pour proposer une programmation différente et une autre vision du Festival de Cannes. Et puis voilà, vous imaginez bien, avec un nom comme il a, Vision Sociale, on propose bien évidemment autre chose que les blockbusters qui sont présentés à Cannes. Ou encore la même chose, mais là pas sur le côté alter, mais on propose aussi un festival de théâtre tous les étés sur l'île de la Barthelasse, juste à côté d'Avignon. En termes de culture, bien évidemment, comme tous les CE, on propose de la billetterie, une offre numérique assez large, du soutien à la culture, et ça c'est quasi le fil rouge de nos activités sociales, soutien qui peut passer par des résidences d'artistes, où on peut aussi lier culture et solidarité, par exemple avec le travail qu'on effectue depuis 2 ans maintenant avec l'Atelier des artistes en exil, qui accueille des migrants artistes, qui cherchent des lieux pour se produire. Et là, on a des résidences qui sont organisées l'hiver sur nos centres de vacances à la montagne, qui débouchent sur des représentations. Je crois que j'ai fait un petit peu rapidement le tour en termes de culture. Et on peut aussi parler du Festival de Soulac, même si c'est une vision différente de la culture, avec un festival jeune qui rassemble plus de 15 000 jeunes à chaque édition. Mais on essaie d'avoir une offre culturelle assez large, novatrice et émancipatrice. Alors justement, à propos de cette offre, hein, donc de ce que propose la CCAS, du coup, Simon, c'est une commande que la CCAS a passée d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'elle avait ce désir d'avoir cette histoire racontée en bande dessinée. Quelle liberté et contrainte tu as eu pour raconter une histoire qui doit tenir aussi en 80 pages? Ouais, parce qu'après, il y a plein de contraintes. Ouais, c'est sûr. On est obligé de faire des choix. Ça, les choix, on les a fait ensemble avec le comité d'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment, on a défini une trame pour chaque... Donc je rappelle quand même qu'il va y avoir 4, on ne l'a pas dit, mais il va y avoir 4 volumes découpés en plusieurs périodes. Et donc, on a des grandes thématiques pour chaque volume. Évidemment, on ne peut pas tricher avec l'histoire, donc j'ai une documentation historique sur laquelle je vais m'appuyer pour mon scénario. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a les témoignages que je recueille qui nous font entrer dans l'histoire, mais par la petite histoire en fait. Ce qui est intéressant dans la bande dessinée, finalement, c'est tout ce qui est anecdotique, ou tout ce qui visuellement va être intéressant à raconter. Tu disais effectivement tout à l'heure qu'ils étaient souvent assis autour d'une table dans un salon. Mais quand on commence à écrire un scénario, on pense effectivement à ce que va faire le dessinateur, et on n'a pas trop envie que le dessinateur s'ennuie à dessiner. Donc tout ce qui est anecdotique et qui a un peu d'action, on va essayer de le raconter, quoi. Donc ça, c'est les contraintes. J'ai pas eu beaucoup de contraintes. Je veux dire que c'était effectivement, c'est une commande, donc en général, c'est moi qui vais chercher les sujets et qui essaye de les présenter à des éditeurs, de les défendre. Mais c'est des sujets en général qui vont me toucher, donc je vais essayer d'aller au bout du processus. C'est la première fois que je réponds à une commande, mais l'exercice du coup m'intéressait beaucoup pour savoir si j'étais capable déjà de respecter des délais, déjà de travailler avec des dessinateurs avec qui j'avais jamais travaillé, et puis d'être encadré, mais finalement, j'ai trouvé que les conditions étaient vraiment idéales, c'est-à-dire qu'on m'a pas freiné, quoi. Il y a eu très peu de retouches, ça a été convivial quasiment. C'était très sympa en fait, donc moi ça m'a aidé à même évoluer dans mon métier, quoi. Bon, heureusement que c'était sympathique, parce qu'effectivement, il reste 3 volumes à finir. Donc, ouais, enfin, moi, j'ai bientôt fini mon travail. Hein. Oui, c'est vrai que le scénario du volume 3 est terminé, mais ça, c'est un autre sujet. Dominique, est-ce qu'il y a des cases, des aspects qui ont été plus difficiles à dessiner que d'autres, ou plus faciles, ou voilà? Non, je n'ai pas le souvenir
Non, après il y avait des petites choses avec les compteurs là où j'avais besoin un peu de doc. Bon, après, Tu nous expliques peut-être un peu, je sais pas si... Il n'y a peut-être pas que des spécialistes des compteurs électriques dans la salle. Donc... c'est-à-dire que je devais représenter des compteurs des années 20, non 30 plutôt. Et voilà, c'était juste, je ne pouvais pas dessiner n'importe quoi et puis imaginer, et puis même me baser sur une idée que j'avais de la chose. Donc il a fallu regarder des photos, quoi, et puis réinterpréter tout ça. Mais après, je me souviens pas d'avoir eu de difficultés particulières. Ou alors j'ai la mémoire courte et je m'en souviens pas. Mais non. Ah si, il y a quand même un truc qui m'a posé question, c'est la représentation des camps de concentration, parce que c'est quand même un sujet qui est extrêmement lourd, et je me suis dit comment je vais faire ça, quoi. Et même, je m'étais juré de jamais dessiner ce genre de choses. Mais là, voilà. Et on a essayé de trouver quelque chose qui symbolise bien ce que c'était, sans être trop, entre guillemets, voyeur, quoi. Tu vas aller trouver quelque chose qui passe bien, qui soit symbolique plus que trop descriptif. Sinon, non, j'ai pas eu de... pense pas. Uniforme allemand, un peu. Non, je sais pas. J'ai trouvé assez facilement de la documentation, et puis bon, il y a Google pour ça aussi, qui est formidable. On peut pas nier. Je me suis pas renfermé dans une bibliothèque à potasser tout un tas de bouquins. Il y a cet outil informatique qui fait que on peut trouver plein de photos. Voilà. Et à contrario, est-ce qu'il y a des séquences qui ont été agréables à dessiner, ou même marrantes, où tu t'es dit tiens, là je vais pouvoir placer là quelque chose que j'aurais aimé, que j'ai toujours eu envie de placer, et que je me rends compte quand même que c'est un clin d'œil à moi-même, ou... par exemple l'histoire des saucisses. Je développe un petit peu cette anecdote sans tout dévoiler évidemment de la bande dessinée, mais l'histoire des saucisses, on peut la raconter. Donc c'est une séquence qui se passe pendant les colonies, où visiblement ces pauvres enfants étaient gavés de saucisses en colonie de vacances, et évidemment ils trouvaient ça pas très bon, et donc ils jetaient ça par les tentes, et ça avait bouché un coin de rivière, peut-être pas un coin de rivière, mais en tout cas un ruisseau. Et du coup, ça, je me suis dit, comment je vais intégrer ça, qui est quand même humoristique, dans cette histoire quand même qui est assez sérieuse. Mais visiblement, il y a, de toute façon, dans mon trait, il y a quelque chose qui fait que ça déraille un peu, et que je peux pas faire quelque chose de totalement sérieux. Et qu'il y a quand même une toute petite dose d'humour qui se glisse comme ça. Voilà. Mais après, évidemment, tu voulais me dire quelque chose par rapport au... Non, en fait, c'est en tant que scénariste, quand on découvre aussi des pages sans forcément de texte. En fait, c'est des espaces un petit peu de respiration, finalement, parce qu'il y a d'autres pages qui sont un peu plus chargées en texte. Ça, c'est pas moi qui ai demandé à Dominique de le faire, c'est venu instinctivement aussi. Peut-être qu'il aime bien dessiner les trains. Non, pas du tout. J'ai même été très effrayé de me dire, oh là là, un train. En plus, c'est sur des rails, il y a de la perspective. C'est comme les vélos. Les vélos, c'est quand même très compliqué à dessiner. J'espère qu'il n'y a pas de spécialistes de vélo. Donc on pourrait croire que c'est pour la SNCF, mais c'est toujours EDF. Mais après, oui, Simon parlait de liberté. J'ai eu aussi une très grande liberté d'interprétation vis-à-vis de Simon et de ce qu'il écrivait, et vis-à-vis du CCAS aussi. Pour revenir sur cette idée de commande, moi, j'ai pas pris ça comme une commande au sens péjoratif du terme. C'est pas Coca-Cola qui me demande de raconter leur histoire. Enfin, c'est pas quelque chose comme ça, quoi. Donc il y a une grande liberté, et ça m'a beaucoup plu de faire ça, voilà. Et je suis très heureux d'avoir participé à ça, parce que voilà, ça fait partie du réel, et puis c'était juste en plus l'envie du moment que j'avais. Alors maintenant, j'ai envie de repartir dans un truc qui m'échappe du réel maintenant. Voilà, c'est toujours fluctuant, les envies.
Et voilà. Non, donc voilà. J'ai fait ça avec une grande liberté et puis beaucoup de plaisir. Quand on est scénariste, Simon, et qu'on découvre son travail dessiné, mis en couleur, etc., comment on réagit? Très mal. Non. Ce que je disais, c'est que ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir comment vont les autres dessinatrices, parce qu'en fait, on a fait aussi le choix. Je suis impatient aussi de voir les prochains volumes et de voir comment... On a fait le choix d'avoir 2 dessinateurs, enfin vous avez fait le choix d'avoir 2 dessinateurs et 2 dessinatrices, d'avoir une parité. Pardon, je t'interromps, mais qui sont Dominique Honnebeau qui a réalisé le tome 1, Christelle Pécou qui va réaliser le tome 2, Laetitia Rouxel qui travaillera sur le tome 3, et puis John Sack qui terminera la quadrilogie avec le dernier volume. Ouais. C'est un vrai plaisir en fait, et c'est pour ça que moi je lis et je suis de la BD depuis longtemps, et j'en fais depuis pas si longtemps que ça parce que je suis graphiste à côté, donc l'écriture, le scénario, c'est pas un hobby, j'essaye d'en faire mon activité principale, mais c'est très très peu, enfin chez certains éditeurs mal rémunérés, on est quasiment tous obligés de cumuler avec un autre travail à côté, donc moi je suis graphiste. Mais recevoir des planches... en général, je travaille que sur un livre, et là, il va se faire que l'année prochaine, je vais avoir 3 livres en cours, dont ceux-ci. Et c'est un vrai plaisir, en fait, de découvrir le dessinateur qui envoie ses planches le matin, de les découvrir, ou à n'importe quelle heure de la journée. Pour moi, c'est un kiff, quoi. J'adore ça, quoi. C'est pour ça que finalement je ferai pas du roman, c'est parce que j'aime le dessin en fait. J'aime surtout les gens qui dessinent, quoi. Erwan Dupont, quand on est administrateur de la CCS et qu'on découvre les premières pages de l'histoire de l'organisme auprès duquel on est engagé en permanence, comment on réagit? D'abord, c'est vraiment une découverte parce que je l'avais pas eu dans les mains avant aujourd'hui. Donc... Comment on réagit? Je vais pas parler au nom de l'organisme en fait. C'est plus un sentiment personnel parce que j'étais tout de suite au gré des anecdotes. Là, j'étais en train de chercher dans les pages ce dont vous parliez. Et petit-fils, fils d'agent moi-même. Forcément, il y a des choses qui me parlent quand on parle de la création d'Écolo. Ce sont des récits de ma maman. Quand on parle de la création du CCOS, ce sont des récits qu'elle a dû avoir elle-même de son père. Je regardais j'ai bouffé le nom. La bibliographie. Là aussi, il y a des ouvrages qui me parlent. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que sur ces 77 ans d'histoire, il y a des choses à raconter et je les retrouve là-dedans tout à fait. Je pense que vous avez été bien aiguillé par Christian sur les personnes. ça transpire dans les écrits. Ouais, c'est vrai. On sent que vous avez pris un réel plaisir à travailler à ce projet qui... C'est pas fini, hein. Non. ouais, vraiment, ouais. En fait, les premiers rendez-vous, c'était l'année dernière, en gros, au mois de septembre, quoi. Mais c'est ce que je disais, rencontrer des gens âgés qui racontent vraiment cette histoire, parce que là, je me suis rendu compte que l'histoire de la CCS est liée à un point que je n'imaginais pas avec l'histoire de la résistance française, quoi. Moi, je ne savais même pas que le Parti communiste avait été interdit avant-guerre. En fait, je découvre des trucs. Voilà. Il y a plein d'anecdotes que vous lirez, en fait, que moi, j'ignorais totalement et que, évidemment, on ne peut pas ne pas faire en sorte qu'elles ne se retrouvent pas dans le bouquin, quoi. Donc, Colette Barbieri, là, c'est cette personne que, du coup, on représente par Suzy, mais qui m'a raconté, j'étais accompagné, mais qui m'a raconté l'histoire de ses parents, résistant de la première heure, et en fait sa vie à elle ferait la vie de ses parents et sa vie à elle ferait déjà un bouquin, quoi. C'est ce qui m'intéresse d'aller rencontrer les gens, c'est que je suis persuadé que tout le monde a une histoire unique et que toutes les histoires sont bonnes à raconter.
Alors, à la lecture du premier volume, on sent qu'il y a effectivement que le titre, une histoire de solidarité, prend tout son sens, puisque ce qui relie tous les personnages les uns aux autres, c'est l'engagement, il y a un don de soi, il y a du partage, il y a une envie d'aller de l'avant, de bousculer des choses qui peuvent sembler parfois bien établies, mais pour immédiatement déboucher toujours sur quelque chose de concret. On sent qu'il y a une volonté d'être utile au quotidien, quoi. Que ça, c'est quelque chose qui anime la plupart des personnages. Comment on arrive à tenir une tension pour raconter une histoire et emmener tous les lecteurs voilà, de la première page à la dernière page et de leur donner envie d'ouvrir cet ouvrage? Il y a beaucoup de choses qui se font de façon un petit peu instinctive. Là, effectivement, j'avais envie que chacun puisse, que le lecteur puisse déjà se retrouver dans l'un des personnages, et je pense que certains d'entre vous vont se retrouver dans le personnage du grand-père, ça va dépendre des générations, et d'autres dans le personnage de Juliette, et d'autres peut-être dans le personnage de Suzy, et dans les prochains volumes, tomes, il y aura des nouveaux personnages. On va suivre finalement leur histoire eux-mêmes sur quelques années. Voilà, c'est le fil, c'est ça, et c'est d'essayer d'avoir un personnage qu'on ait envie de suivre sur tous les volumes, en fait. C'est de rendre aussi cette histoire la plus humaine possible, quoi. Dominique, dans ce travail qui maintenant est terminé pour toi et pour lequel tu vas prendre un peu de distance avant ensuite d'aller dès cet été à la rencontre des électriciens et gaziers dans les villages vacances pour présenter le volume Une histoire de solidarité avec Simon Rochepeau et puis Christelle Pécou, donc l'autrice du volume 2 qui sortira pour le mois de juin. Quel est le personnage que tu aimerais embarquer avec toi dans ce périple à venir? Si tu devais en choisir un aujourd'hui, tu as le droit de changer. Pourquoi choisir? Je sais pas. Peut-être pas le grand-père, mais Suzy plutôt. Parce que en fait, le truc, c'est parce qu'on la voit enfant. Et du coup, voilà, je me sens plus... j'aime bien ce passage où elle est dans les souvenirs et tout ça, où il y a le début des colos, etc. Mais après, d'ailleurs, c'est un truc, c'est rigolo, parce que Suzy, au départ, tu l'avais mise sur la couverture en couleur. Ouais. Et j'ai dit à Dominique, non, en fait, on la retrouvera pas dans les prochains volumes. C'est pas un personnage principal, des 4 volumes. Donc mais voilà, je comprends mieux pourquoi tu avais voulu mettre Suzy sur la couverture. J'avais gommé tout le reste, j'avais mis qu'elle. Non, mais après, je tenais à dire aussi que, j'ai pas précisé ça, mais j'ai appris plein de trucs, évidemment. Il y avait plein de choses que j'ignorais totalement. Même l'existence de Marcel Paul, ce qui est quand même un peu honteux. Parce que pour moi, je connaissais Maurice Thorez, Ambroise Croizat, mais pas Marcel Paul. Et évidemment, après, je vais pas faire l'étalage de tout ce que j'ai appris, parce que ça sera un peu long. Moi, c'est vrai que je me la pète un peu maintenant en disant que je connais Marcel Paul. Ouais, je fais la même chose. Parce qu'il y a une station à Nantes, une station de tram qui s'appelle Marcel Paul. Et je savais pas qui c'était non plus. Donc maintenant, quand je me balade à Nantes, j'ai à mes copains, est-ce que vous savez qui est Marcel Paul? Tu pourras ajouter que l'agence EDF-GDF, on les appelait comme ça, elle est juste en face, et que c'est le site de l'ancienne usine à gaz qui date d'avant la nationalisation de l'électricité et du gaz. Ça, ouais. Merci. Alors, en 2 mots, pour celles et ceux qui pourraient ne pas savoir qui est Marcel Paul, et avant de le découvrir en lisant la bande dessinée, donc c'est un enfant confié par sa mère à l'assistance publique qui est né en 1900, qui devient électricien, qui s'engage dans le syndicalisme. Ça sera le premier responsable de la fédération CGT des électriciens, qui a un parcours dans la résistance et qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sera le ministre de la production industrielle qui va donner lieu
à la naissance d'EDF-GDF et au statut national du personnel des électriciens et gaziers. Il quittera cette responsabilité-là pour endosser celle de premier responsable de ce qui ne s'appelait pas à l'époque la CCAS. Et puis, il continuera sa vie militante, non pas dans le syndicalisme, une fois qu'il aura pris sa retraite, mais en œuvrant pour la paix, notamment au sein du mouvement de la paix, et il disparaîtra à l'âge de 82 ans, avec une vie militante bien remplie. Quelques mots. Et en fait, parmi la majorité des témoins que j'ai interrogés connaissaient évidemment Marcel Paul, mais il y en a plein qui me disent « mais on l'a rencontré ». C'était l'impression que Marcel Paul était partout, dont ça sera raconté dans un prochain, mais quelqu'un qui, après une manif, est tombé dans le métro sur Marcel Paul. Enfin, tout le monde a une petite anecdote sur Marcel Paul, c'est assez incroyable. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y en a certains ou certaines qui ont des anecdotes sur Marcel Paul ou qui ont envie de réagir à ce qu'ils ont entendu jusqu'à présent, mais la parole est évidemment à vous pour échanger sur une histoire de solidarité, tome 1, les origines, que vous soyez électricien, gazier, bénéficiaire des activités sociales ou pas, libre à vous de réagir à ce que vous venez d'entendre de la part d'Erwan Dupont, Simon Rochepeau et Dominique Hennebeau. Sinon, on poursuit notre dialogue. C'est une petite question scénaristique plutôt. Vous disiez tout à l'heure que l'histoire c'était sérieux quelque part, donc il fallait se baser sérieusement sur les choses. En même temps, c'est jamais objectif. Enfin, il n'y a jamais une réponse. Donc il y a eu dans les choix prioritaires, dans la contrainte des 4 tomes, etc. Il y a quand même peut-être eu des ellipses, enfin des choix forts, donc des oublis, des priorisations de certaines thématiques. Voilà comment finalement votre subjectivité et vos choix de scénaristes ont orienté peut-être mis en avant certaines thématiques, certaines approches, certaines anecdotes plus que d'autres. Oui. La première étape en fait du travail, puisqu'effectivement on est sur des sujets historiques, la première étape c'était de déterminer quelles étaient vraiment les grandes thématiques. Donc il y avait des choses qu'on pouvait... c'était inévitable d'en parler en fait. On ne pouvait pas tout mettre de côté. Effectivement, il faut sur 80 pages, il y a un choix de faire beaucoup d'ellipses et c'est des choix qu'on a fait ensemble quand même, puisqu'il y a une première version du scénario que je propose au comité d'histoire. Il y a des petits retours, peut-être ajustés sur ce tome. Sur ce tome, finalement, là, on avait trouvé, sur ma première version, que la place de Marcel Paul était trop importante. Parce que moi, je trouvais que c'était quand même la figure, mais du coup, ça devenait presque une bio de Marcel Paul, ce qui n'était pas le but, quoi. Donc, on m'a demandé de faire des recherches d'accentuer plus un autre personnage, qui est le père, du coup, de Suzy, qui a un peu un parcours... parallèle un peu ou similaire à Marcel Paul, mais c'est effectivement un personnage aussi qui a existé, quoi, puisque c'est le témoignage d'une dame qui m'a donné, c'est Colette Barbieri qui m'a donné ce témoignage de père résistant. Donc on a rééquilibré comme ça, et comme je disais, et c'est en faisant aussi que c'est en réalisant en fait qu'on fait aussi des choix. Je pense au dessin, quoi. Je pense vraiment au lecteur en me disant si on fait, en fait, si on passe par le médium BD, c'est pour que toutes les générations s'y retrouvent. Tu disais hier qu'il y avait un gamin qui avait pris la BD sur le stand là, et puis en feuilletant, il s'adresse à son père, il dit « papa, ça parle de DF, hein, c'est quelque chose comme ça. » En fait, moi, il avait l'air hypnotisé, il regardait ça comme s'il avait découvert le dernier manga ou je sais pas, enfin un truc. Et son père visiblement était pressé ou je sais pas quoi, il devait le suivre. Et il disait ah non papa attends, ça parle d'électricité et d'EDF. Donc en fait c'est des bonnes anecdotes parce que ça veut vraiment dire que les. Je l'ai même pas retenu quoi, je me suis dit qui c'est cet enfant. Non mais ça veut dire que les enfants déjà sont attirés par les dessins. Et c'est aussi faire plaisir au lecteur. Enfin,
On va pas lui faire non plus, il va pas lire une thèse, quoi. Le but, c'est vraiment que ça soit agréable à lire et rythmé, quoi. Est-ce qu'il y a une deuxième question autour de la bande dessinée? Ou un témoignage, une remarque, hein. On enregistre, alors on a besoin que vous ayez le micro, sinon celles et ceux qui nous regardent sur YouTube vous verront simplement. Effectivement, la grosse difficulté, c'est qu'il y a eu beaucoup de livres de sortie sur Marcel Paul. Et quand on parle de la CCS, inévitablement, on pense toujours à lui, parce que c'est lui qui a créé l'organisme. Et moi, mon interrogation serait comment aujourd'hui la CCS va présenter le livre, parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est bien l'histoire de la CCS. Donc on parle beaucoup de colonies de vacances, mais comme disait Erwan tout à l'heure, la CCS fait beaucoup de choses, elle fait encore beaucoup de choses, et il y a encore beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Il n'y a pas que les colonies de vacances. Et donc voilà, je pense retrouver tout ça dans les nouveaux livres à venir. J'ai pas vu le premier, donc je ne peux pas en parler. Mais voilà, donc c'est bien l'histoire de la CCS dans sa globalité. C'est ce à quoi je m'attends à pouvoir lire dans les jours à venir. Ouais, en fait, très clairement, moi je vois une évolution dans la façon dont les salariés ont vécu, par exemple, les années 90, quoi. Les gens qui sont entrés chez EDF, GDF dans les années 70, leur témoignage n'a rien à voir en fait avec ceux qui sont rentrés à la création d'EDF, GDF, qui ont participé. On sent qu'il y a eu une rupture en fait due à la libéralisation du marché. Et évidemment, on va en parler, quoi. On va pas faire. Enfin, pour moi, c'est pas l'idée de faire une hagiographie ou de montrer un monde idéal, quoi. Donc oui, on n'évitera pas les sujets qui sont difficiles en fait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, témoignages sur ce que nos invités nous ont dit jusqu'à présent? Non, moi j'ai peut-être envie de les relancer dans les quelques minutes qui nous restent sur le fait, voilà, alors il y a un projet initial d'une bande dessinée en 4 volumes avec un découpage théorique, l'envie d'aborder certains sujets, puis finalement on se rend compte en le réalisant que peut-être on aurait pu prendre des chemins de travers, des choses un peu différentes, et en même temps voilà, le train est lancé, donc on ne va pas le faire dérailler. On pourra peut-être corriger certains aspects un moment ou un autre. Là-dessus, Simon, qu'est-ce que tu peux nous dire Non, mais après, c'est ça. Quand tu parles par exemple du découpage chronologique, là. Oui, parce que nous, enfin moi en tout cas, Dominique aussi, on est extérieur, on est vraiment extérieur à cette histoire-là. On la découvre comme des gamins. Enfin, c'est vraiment, on est candide, quoi. Et du coup, il y avait un découpage qui, pour moi, parlait peut-être à des gens qui connaissent bien déjà l'histoire de la CCAS et ses rebondissements, mais pas à un grand public. En fait, moi, j'aurais eu tendance à diviser plus sur l'histoire de France, quoi. C'est-à-dire de faire ou un découpage générationnel, en fait, de 20 ans. Voilà. Mais finalement, on s'affranchit de ça, quoi. Puisque dans le tome 2, par exemple, on s'affranchit de ça, où on va plus développer la façon dont fonctionne un centre de vacances, puisque j'ai recueilli des témoignages d'un directeur de centre de vacances, de bénéficiaires, parce que vous dites bénéficiaires. Donc voilà, on est plus sur le centre de Kaisersberg, où je suis allé passer quelques jours, où j'ai vu comment était géré le centre, ce qu'on proposait comme animation. Et du coup, le volume 2 sera plus sur cet aspect-là, quoi.
Une question qui a été rapidement abordée sur effectivement la CCS, c'est pas que les colonies de vacances, donc je me retourne vers toi, Erwan, voilà, parce que c'est effectivement pas que les colonies de vacances. Quels sont peut-être et il n'y a aucun piège dans ma question, quels sont peut-être les projets les plus atypiques qui sont portés par les activités sociales de l'énergie ou qui peuvent paraître atypiques et qui pourtant sont bien au cœur de ce que sont les activités sociales de l'énergie, y compris partenaire d'un festival de BD présent pendant plus de 48 heures, contribuant à accueillir une programmation autour de la bande dessinée engagée. Voilà, Alors, on a bien évidemment les mêmes missions que d'autres CE, c'est-à-dire que faire de la billetterie, des aides, quelles qu'elles soient, on sait faire de la même manière que les autres, mais on ne s'arrête pas à ça. Sur les grands domaines gérés par la CCAS et à destination de nos bénéficiaires, la santé, la culture, les assurances, le sport, les activités internationales, les vacances, j'aurais dû commencer par là, ça reste notre mission première, vacances adultes et vacances enfants. Le côté atypique, ça peut être le volume déjà, parce qu'on représente aujourd'hui 1% de la population avec nos 670 000 bénéficiaires de la population française. Et sans vouloir rentrer dans des chiffres en termes de séjours vacances jeunes, par exemple, il y a plus de 26 000 enfants qui sont partis sur juillet-août cette année. Donc ça donne une idée du volume. De l'atypique, ce qui peut sembler atypique vu de l'extérieur. Oui. Voilà, ce que nous défendons, je préfère l'appeler comme ça. Je parlais tout à l'heure de l'évacuation de la jungle de Calais. En fait, on héberge depuis 2015, sans interruption, des personnes exilées, d'une part, mais aussi des personnels soignants pendant le Covid. On a accueilli suite à la guerre en Ukraine. On accueille toujours d'ailleurs suite à la guerre en Ukraine. Ça, c'est des choses qui ne sont pas dans nos missions, qui sont pas dans nos missions, qui en tout cas ne sont pas dans les missions d'un CE classique, et que nous défendons, nous permettons, je ne sais pas trop comment le dire. Après, j'aime bien au départ, je pensais que c'était le tome 1, une histoire de solidarité, mais en fait, une histoire de solidarité, ce sont les 4 tomes et qui seront déclinés en fonction des périodes. Et j'aime bien l'angle sous lequel la BD est prise, puisque ce qui fait de nous... on défend 3 valeurs socles depuis l'origine des activités sociales, qui sont la solidarité, la dignité, la justice. Et ça me semble vraiment intéressant de prendre ça sous l'angle de la solidarité, parce que c'est ce qui caractérise, je trouve, alors, vraiment les activités sociales qu'on propose à nos bénéficiaires, mais aussi les activités sociales, ce qu'elles peuvent apporter à l'extérieur. Je parlais tout de suite de l'accueil de personnes en difficulté, par exemple. Là, on est dans de la solidarité, c'est tangible, mais cette solidarité, elle est aussi sur toutes les retombées économiques qu'il peut y avoir autour des centres de vacances, et on sait que c'est colossal, autour des centres de vacances de la CCAS, comme la solidarité intergénérationnelle qui, je pense, sera de près ou de loin abordée dans l'un des 4 tomes. Voilà, on a ce côté atypique sur les solidarités notamment, sur l'international aussi, parce que tous les comités d'entreprise ne le font pas. Le côté atypique aussi, ça peut être de dire que on peut proposer des vacances, par exemple, mais nous, on les fait. Et on a aussi ce côté atypique du par et du pour qu'on défend depuis les origines aussi. C'est bien effectué par les électriciens et gaziers, pour les électriciens et gaziers, et ça essaime un petit peu ailleurs. Merci. Ouais, si je peux juste rajouter un truc, c'est qu'avant tout on est militant, parce qu'on est salarié dans les entreprises,
on représente plein d'entreprises, on est élu par les salariés, on est militant, on a plein de casquettes à côté, on cumule plein de missions et la preuve, on est ici. Je prends François qui est à la régie, il travaille sur le barrage de la Rance, il n'a aucune formation dans l'audiovisuel et on se retrouve. Et je trouve que c'est une des richesses des activités sociales, c'est qu'on peut militer, on peut apprendre plein de choses, on peut progresser, on peut se retrouver dans des conseils d'administration, on nous laisse leur place, on creuse, on va se former et je trouve que c'est important de le dire parce que sans ça, je pense que c'est tout ça, ces petites choses mises bout à bout qui font que les activités sociales, on en est là aujourd'hui, qu'on existe. Et si reprendre exister, c'est créer, je pense qu'on en est bien là-dedans et il faut qu'on continue à se battre pour nos activités sociales. Ça ferait une belle conclusion du tome 4. En tous les cas, pour toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de France, qui sont sensibles à la notion d'engagement, à la notion de solidarité, on ne peut que vous inviter à découvrir le volume 1, donc disponible en avant-première à Quai des Bulles sur le site de Comics Initiative B02. Sinon, disponible à la vente sur le site internet de Comics Initiative et à partir du 4 janvier dans toutes les bonnes librairies de Bretagne, de France et d'ailleurs. Merci à toutes et tous pour votre participation.